Bien, bienvenue à tous. Ceux qui sont au fond peuvent s'avancer, n'hésitez pas. Je sais que le café est tentant. Je suis Thomas Jean-Jean, je suis directeur général de Criteo pour la France. Je suis ravi d'être là. J'accueille avec moi Sébastien Pialou, qui est responsable de l'e-acquisition chez Air France. Et nous allons parler de marketing temps réel. Avant de démarrer, on veut peut-être vous remercier pour votre temps, ceux qui sont restés, ceux qui nous ont rejoints. Je vois que la distribution de billets gratuits, Sébastien, commence à fonctionner. Donc n'hésitez pas à venir réclamer votre vol gratuit pour Rio ou pour ailleurs. Donc écoutez, on a une petite vingtaine de minutes pour discuter ensemble de marketing temps réel. Il y a un buzzword qui est le marketing temps réel. On va voir ce que Air France met derrière. Avant de démarrer, je vais peut-être demander à Sébastien de se présenter rapidement pour nous expliquer ce qu'il fait chez Air France, éventuellement ce que tu as fait avant si tu veux. Et puis on rentrera dans le vif du sujet. Alors bonjour à tous, bonjour aux courageux qui sont là. Donc je travaille à la direction digitale d'Air France depuis 4 ans où j'ai monté une équipe centrale d'acquisition. Donc en quoi ça consiste ? C'est une équipe d'une quinzaine de personnes qui opère sur 80 pays environ pour attirer du trafic qualifié sur nos sites via le SEA, le SEO, le display, l'emailing, les meta-search et l'affiliation. Et pour donner des ordres de grandeur, aujourd'hui Air France, c'est un peu plus de 2 milliards d'euros d'affaires sur le net. Et selon les pays, l'acquisition représente entre 60 et 70% de ses revenus. On voit que c'est pas mal. Donc du coup, la stratégie digitale d'Air France a forcément bien fonctionné ces dernières années. Est-ce que tu peux nous faire un rapide point en quelques minutes sur ce qui a évolué dans la stratégie digitale d'Air France depuis 3 ans et où vous en êtes aujourd'hui, comment vous fonctionnez ? Alors la stratégie d'Air France a progressivement évolué au fur et à mesure que tout le secteur en fait basculait progressivement dans l'Internet, c'est-à-dire tout le secteur du voyage. Et quand on parle de stratégie, c'est toute la stratégie de relation client, à la fois la vente de billets, mais aussi le service au client. On me dit, Sébastien, que tu dois parler plus proche du micro. Ah d'accord, ok, je vais le faire. Alors pour la petite histoire aussi, Air France en fait est une entreprise brick and mortar à la base et faisait face à une problématique que rencontrent beaucoup des entreprises de même taille et de même origine, à savoir qu'on avait une organisation du web qui était répartie entre plusieurs directions. Et à titre d'exemple, sur l'acquisition, il n'y avait pas moins de 4 ou 5 services en centrale qui intervenaient en lien avec ces 80 marchés qui avaient une forte indépendance. Donc, tout cet écosystème fonctionnait, mais jusqu'à un certain niveau. Et pour arriver à être plus efficace, il a été décidé dans un premier temps de centraliser toute l'acquisition progressivement de ces 85 pays au sein d'un département, au sein d'un service, pour gagner en efficacité, et ce qui nous a permis de générer beaucoup plus de revenus. Piloté depuis Charles de Gaulle. Piloté depuis Charles de Gaulle. Ça a été la première phase. Et ensuite, on a eu un mouvement d'accélération qui s'est créé avec l'arrivée de notre nouveau président-directeur général, Alexandre de Juniac, qui a souhaité avoir une direction digitale beaucoup plus unifiée. Et du coup, c'est quelques mois plus tard, une direction digitale a vu le jour, qui rassemblait toutes les entités qui travaillaient sur le digital, avec un responsable, un directeur digital, et aussi un directeur général adjoint qui était responsable au niveau du COMEX pour toutes les problématiques digitales. Et c'est cette chose-là qui nous a permis en fait, d'accélérer depuis novembre 2012 sur le digital. D'accord, donc accélération. La feuille de route pour les prochaines années, quelle est-elle ? Alors la feuille de route, elle est très claire maintenant. C'est premièrement la qualité de service perçue par le client. C'est un des axes forts sur lesquels on nous demande d'intervenir. La deuxième, c'est bien sûr de développer les ventes et aussi les services qui sont liés aux clients. Et dernièrement, c'est d'initier progressivement la digitalisation de l'entreprise. Ce qui est très important, c'est que la nouvelle manière qu'Air France a de concevoir le digital, c'est d'avoir un centre fort d'expertise, mais qui ne va pas être décorrélé du reste de l'entreprise. Donc on est en lien permanent avec nos stakeholders. Je pense par exemple évidemment au commercial, mais aussi à la communication pour tout ce qui a trait aux médias sociaux. On peut penser aussi aux escales en aéroport, le marketing bien sûr, même finalement le personnel navigant, où on a tout un projet là-dessus avec eux. Ok, donc on parle de digital, il n'y a pas que le digital dans la vie. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots le mix offline-online d'Air France
et puis plus spécifiquement dans le digital que tu gères directement, ton mix entre les leviers, à la fois en termes de branding et d'acquisition éventuellement. Alors, si on répartit grosso modo en deux grandes familles tout ce qui est activité publicitaire, d'un côté vous avez tout ce qui a trait à la marque et branding, et là on est dans l'ordre de 80 pour l'offline et 20 pour le online à peu près. Sur le tactique, là on est beaucoup plus dans du 50-50, voire un peu plus pour le online sur certains marchés. Tout dépend en fait de la maturité du marché concerné pour le digital. D'accord. Quand on parle de digital et de ventilation entre les leviers, il y a toujours la bonne et vieille question de l'arbitrage entre les leviers. Comment est-ce que tu l'effectues aujourd'hui chez Air France et quels sont les KPI que tu suis très directement sur ces différents leviers, sur cet arbitrage-là? Alors, l'arbitrage sur les leviers, on va dire que de manière assez classique, nos plus deux gros centres d'investissement sont le search et le display. Mais là, je parle d'investissement financier. À côté, vous avez aussi l'investissement humain, c'est-à-dire combien de personnes vous allouez un canal. Et pour le canal de l'emailing en particulier, qui est un canal, on va dire, moins coûteux en termes d'investissement financier, mais qui l'est un peu plus, par contre, en termes d'investissement humain. Donc, l'emailing est assez important pour nous sur cet investissement humain. Les comparateurs de prix, c'est quelque chose que nous regardons beaucoup. On travaille assez bien avec un certain nombre de partenaires, mais on a commencé à alerter un certain nombre d'autres partenaires et d'agences de voyage qui ne respectent pas toujours la régulation européenne, et on va être de plus en plus attentif à cet aspect-là. Dernier canal, c'est l'affiliation qui est vraiment émergent chez nous. Question mark sur les médias sociaux en termes d'acquisition pour faire venir des gens des médias sociaux sur notre site. Aujourd'hui, c'est naissant, on fait des tests, mais ce n'est pas encore finalisé. Donc pour arbitrer entre ces différents leviers, basiquement, on regarde le retour sur investissement, puis des indicateurs plus qualitatifs. Le taux de rebond, le taux de clic par rapport au taux de view, enfin tous ces indicateurs qui sont assez classiques finalement. Aussi les canaux qui commencent à initier des ventes, parce que quand on regarde le display, finalement le display commence on va dire, à inspirer là où le search répond à une question. Donc on fait attention à ça. En matière d'arbitrage, ça veut dire que tu es déjà rentré dans des logiques de modèle d'attribution ou c'est Alors, on y rentre progressivement, pour être honnête. Mais d'ailleurs, il y a un canal qui est en train d'exploser en ce moment, qui est le mobile, sur lequel on se pose beaucoup de questions. Et en fait, on a lancé avec Google une étude avec le cabinet Equimetrix pour essayer d'avoir une attribution cross-canal. C'est, je pense, une nouveauté en France et aussi pour Google pour l'occasion. Parce qu'on n'a pas encore fait notre religion là-dessus, et on voit bien qu'il y a des problématiques d'attribution des ventes cross-device entre le mobile et le desktop qui vont se poser, et on a envie d'en savoir un petit peu plus. Ok. Très bien, merci pour avoir planté le décor en termes de digital. On va rentrer un peu dans le vif du sujet du temps réel, qui est le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Donc on connaît tous le buzzword, tout le monde emploie, un peu à tort et à travers. Ma première question serait, le temps réel pour Air France, c'est quoi exactement ? Alors pour nous, c'est deux choses. Tout d'abord, c'est le fait d'avoir un achat réactif et actionnable très facilement, par opposition en fait, aux achats qui étaient faits selon des plans médias. Et quand je dis achat, c'est même un sens large, parce qu'on conçoit aussi l'emailing automatisé et personnalisé comme finalement du marketing en temps réel. La deuxième chose qui est importante pour nous, c'est de pouvoir disposer et travailler un certain nombre de data pour tirer pleinement parti du marketing temps réel. Et je dois dire que, par exemple, le search, pour nous, c'était le premier canal de marketing en temps réel. Voilà, bien sûr, canal historique. Canal historique. Alors justement, si on parle de search versus display, qui est un sujet qui nous intéresse particulièrement chez Criteo, on a très récemment lancé une étude et sorti le résultat d'une étude Nielsen sur la complémentarité entre le search et le display, une étude qui montre notamment que durant les 2 mois de l'étude, 65% des personnes qui ont cliqué sur une bannière de display à la perf n'avaient pas cliqué sur un lien sponsorisé en rapport avec le secteur concerné pendant les 2 mois d'étude. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont des phénomènes que tu peux constater chez toi, ou en tout cas, est-ce que ce sont des phénomènes sur lesquels tu veux travailler à repositionner le display en complémentarité du search ? Alors c'est définitivement des phénomènes sur lesquels on veut travailler. Et c'est d'ailleurs en fait la principale nouveauté, c'est qu'avec le marketing temps réel sur le display, c'est que ça nous donne beaucoup plus de visibilité sur ce qui se passe. Et non seulement ça nous amène de la visibilité comme on peut en avoir sur le search, mais aussi ça nous amène à nous poser des questions
que des pure players se posaient sûrement avant. Typiquement, est-ce que j'ai affaire à un client, à un simple visiteur, un visiteur récurrent ou à un nouveau prospect? Est-ce que j'arrive à mieux segmenter les gens qui viennent sur mon site, par exemple? Est-ce que j'arrive à dire que quelqu'un qui va souvent chercher Rio de Janeiro sur le moteur de réservation d'Air France est peut-être intéressé par avoir une offre sur la Havane? Donc tout ça nous a amené progressivement à changer, à se dire aussi qu'il fallait qu'on change d'une vision assez producteur où on comptait pousser des offres en fonction de nos besoins sans regarder l'appétence client, donc à bouger de cette vision producteur à une vision plus tournée vers le client en se disant mais finalement qu'est-ce qui intéresse le client? On le faisait déjà un petit peu avec le search, mais avec le display ça prend aussi des belles proportions. On se dit plutôt que de pousser telle route dont on sait qu'elle ne suscitera pas l'intérêt auprès des différents internautes, eh ben on peut peut-être en pousser une autre tout simplement et en regardant les résultats. D'accord, donc on est sur la personnalisation du message, la personnalisation de l'impact publicitaire que vous voulez avoir pour maximiser vos objectifs internes, et c'est un peu ce que cherche à faire le display à la performance, on est tous d'accord là-dessus. Alors, tu parles d'avantages et de modes de fonctionnement. Est-ce que tu vois aujourd'hui, d'ores et déjà, des avantages business un peu quantifiables à utiliser ce genre de dispositif en temps réel et à la performance sur les leviers que tu gères aujourd'hui? Alors pour nous, les avantages business là-dessus vont être typiquement d'avoir une information beaucoup plus précise, comme j'ai déjà développé. Je tiens quand même à dire là-dessus qu'on ne pourra pas se passer du display traditionnel. Je tenais à le dire parce qu'il y a encore un inventaire premium, il y a encore aussi des marchés à l'international qui ne sont pas passés en RTB. Donc pour nous, la plus-value, c'est l'analyse de la donnée et la data, typiquement. On est tous d'accord. Alors, tu as mentionné le mode d'achat il y a quelques instants. Sur la partie RTB, qui est un autre buzzword que tout le monde entend, vous en êtes où aujourd'hui sur Air France? Est-ce que vous avez d'ores et déjà migré vers du RTB? Est-ce que vous êtes en train de le faire? Quels objectifs? Alors, sur le RTB, on a fait des tests avec des trading desks. Maintenant, l'ambition est assez claire, c'est-à-dire qu'on souhaite être au plus proche des enchères, c'est-à-dire à être directement en lien avec les DSP. Tout en gardant une relation avec nos agences qui vont nous former de temps en temps et nous mettre à la page, parce que ce n'est pas les gens chez Air France qui vont pouvoir arriver d'eux-mêmes à connaître l'étendue des possibilités. Mais l'idée est vraiment de développer une expertise sur le sujet, parce qu'on pense que souvent on a aussi une deuxième expertise qui est nécessaire, c'est juste l'expertise sur le secteur du transport aérien, et qui aussi amène de la valeur. Savoir que finalement, être présent sur New York a une valeur différente d'être présente sur Madrid à cause de tel ou tel facteur. Donc ça, c'est assez important. Et d'ailleurs, le phénomène que ça produit, tout ça, tout ce souci d'aller vers plus d'internalisation, ça pose la question de la montée en expertise des équipes. Chez Air France, maintenant, ceux qui pilotent les canaux d'acquisition ont des moyens de plus en plus fins pour arriver à leur fin. Mais en parallèle, ils sont face à de plus en plus de données analysées, donc les profils vont changer, les personnes qui composent nos équipes vont évoluer et vont devoir en tout cas au moins se former pour être à la page. Je crois que c'est un excellent sujet. La data, dont on parle très souvent, on parle de big data. Chez Criteo, on préfère dire better data, parce que trop de data amène beaucoup de complexité. Ce traitement de la data aujourd'hui, est-ce que vous en tirez de la valeur? Tu viens d'aborder le sujet de l'organisation, je pense que tu en reparleras, mais est-ce que vous tirez d'ores et déjà de la valeur du traitement de la data en interne et en externe, et comment est-ce que vous la traitez potentiellement en temps réel? Alors, on commence à en tirer de la valeur, c'est-à-dire en termes de revenus additionnels, mais à deux conditions. La première condition, c'est de trouver des partenaires qui vont être forts dans l'analyse de données et suffisamment souples pour comprendre notre business. Donc ça, c'est la point de vue prestataire. Et vous avez aussi une partie interne qui est savoir clairement dans quelle direction aller. Pour éviter de donner un matériel trop brut à nos prestataires qui iront chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc l'idée, c'est vraiment de construire un mix entre à la fois le prestataire et son expertise sur la donnée et les personnes en interne qui ont une expertise sur le secteur en lui-même. C'est illusoire pour Air France
de construire plein de modèles avec des données non structurées dans les big data seuls. Ça, je pense qu'il y a des choses, des personnes qui savent mieux le faire que nous. Mais de la même manière, on doit rester au plus près de nos prestataires, savoir les piloter étroitement afin de maximiser la création de valeur là-dedans. Donc on envisage de travailler sur une DMP, par exemple, qui sera connectée à tous nos canaux, à notre CRM, aussi à notre flux produit. Et pour ça, donc, on est en prospection de partenaires qui arriveront à satisfaire nos besoins là-dessus. Très bien, avis aux amateurs. En termes de data toujours, ce qui est intéressant, je pense, c'est de parler de sophistication de ce que l'on peut faire avec cette data. C'est très complexe. Aujourd'hui, on peut aller très très loin dans l'exploitation de la data. Dans le travel, on a pas mal d'exemples de clients qui utilisent les dates de départ et de retour comme un élément vraiment très important du circuit de décision. Est-ce que, prenons l'exemple de quelqu'un qui passe sur le site d'Air France, qui cherche un tarif pour un vol, qui donc du coup va mettre ses dates de départ, ses dates de retour, on peut imaginer, c'est ce qu'on fait d'ores et déjà, d'adapter l'impact publicitaire que l'on va avoir en fonction de ce que l'on connaît de ce prospect-là, et à savoir de plus lui soumettre de publicité une fois qu'il est parti, puisqu'on sait que ça n'a pas de sens. Est-ce que c'est le genre de sophistication vers lequel vous voulez aller, et si oui, est-ce que tu y vois un frein particulier dans son déploiement rapide? Alors, est-ce que c'est là où on veut aller? La réponse est définitivement oui. Les limites qu'on peut voir, c'est qu'il y a des tas de choses à faire. Le sujet est très intéressant et on pourrait avoir tendance à vouloir bâtir des cathédrales. Et donc, la limite, elle est culturelle. C'est-à-dire, il faut arriver à ce qu'on se dise, il y a peut-être plein de choses à faire, mais commençons simplement. Commençons à connecter la DMP et la RTB pour faire ce dont tu parles. La deuxième limite, elle est plus réglementaire, à savoir qu'il y a une préoccupation croissante de la part du public pour l'exploitation de la data, et ça, il faut en tenir compte. Il faut peut-être même commencer à anticiper ce que le législateur sera amené à faire là-dedans, pour deux raisons. La première, c'est parce que de toute façon, ce sera la loi, il faudra s'y plier. La deuxième, c'est que dans cette matière-là, il vaut mieux être bon élève que de subir un bad buzz, surtout qu'on est une entreprise globale comme Air France, le bad buzz peut arriver très rapidement. Donc on est assez vigilant sur ces deux aspects, à la fois ne pas voir trop grand et ne pas faire, versus, et deuxième aspect, rester bien dans les clous en termes réglementaires. D'accord, donc là ce sont les impacts du traitement de cette data sur votre organisation. Est-ce qu'il y a des impacts sur les outils? Donc tu as parlé de DMP, tu as parlé aussi de tes prestataires. Est-ce que tu vois déjà un certain nombre de limites, ou est-ce que tu penses que le mode d'organisation que vous allez construire à l'avenir vous permettra de scaler et justement d'être un peu proactif sur ces sujets de privacy, etc.? Alors je pense que là-dessus on est encore un peu trop jeune pour pouvoir y répondre pleinement. Ce qui paraît quand même émerger, c'est qu'au niveau notamment du lien avec le CRM, il va falloir qu'on développe des synergies assez fortes entre le CRM classique, la personnalisation et l'acquisition. Le CRM dit digitalisé offre des perspectives très importantes, donc il va falloir vraiment arriver à bien rassembler tout ça. Voilà, basiquement. Ok. Très bien, on est au bout de l'intervention, on est même un tout petit peu en avance des sujets qu'on voulait balayer avec vous. Personne n'est parti, ce qui est une super nouvelle. Est-ce qu'on se prend une question? Une question. On a le temps pour une question. Alors soit c'était super clair, soit vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller au cocktail. Ah, monsieur a une question. Moi, je vais faire le maître de cérémonie. Quel est le rôle de votre agence? Quelles agences? Votre agence média. Notre agence... sur la problématique que vous avez abordée dans les 20 minutes. En fait, on conçoit les relations comme... c'est un partenaire qui a dans son métier une expertise. Donc, du coup, ça, on cherche à s'appuyer au maximum sur notre expertise. Mais d'un autre côté, une agence, ça se pilote. C'est-à-dire qu'on ne conçoit plus le schéma habituel où finalement on laisse les clés à une agence, on lui dit faites le maximum et puis on verra bien. On veut vraiment piloter ces agences de manière très forte. On n'est pas dans l'internalisation totale parce qu'on pense que le secteur va tellement vite que ce n'est pas possible, mais on garde un certain droit de regard sur ce qui est fait, ne serait-ce parce que le secteur dans lequel on évolue, peut-être comme plein d'autres secteurs, est assez complexe et que si on veut être sûr de la valeur qui soit produite, il faut arriver à piloter au plus proche les agences.
Très bien, merci. Nous sommes à la fin du temps imparti. Merci à tous pour votre attention. Vous avez encore une petite séance de networking et de discussion autour de ces thèmes. Merci Sébastien pour ton temps. La première question à laquelle question assez générique dans le thème, et première question à laquelle nous aimerions avec Sébastien que vous réfléchissiez. Donc on a parlé de temps réel. Est-ce que vous avez, une fois de plus, au-delà du buzzword, dans vos organisations ou dans les organisations de vos clients, si vous êtes des agences, des exemples de l'utilisation du temps réel dans le cadre de vos leviers d'acquisition, d'une nouvelle utilisation du temps réel dans le cadre de vos leviers d'acquisition ou de branding, et quels sont les premiers enseignements que vous en tirez, d'enseignements qui soient tangibles en termes de revenus générés potentiellement. Donc vous avez une dizaine de minutes, je crois, pour discuter de cette question. Il y en a d'autres derrière, donc n'hésitez pas à être efficace. Merci. Merci à tous.